Donc bonjour à tous, on va passer sur un truc beaucoup moins biologique finalement, puisque moi je vais vous présenter ce qu'on a fait pour pouvoir mesurer les champs électromagnétiques dans le milieu et donc plus précisément autour des câbles et des structures. Alors juste un petit rappel sur les champs électromagnétiques, après je ne sais pas ce que les gens savent là-dessus. Les champs électromagnétiques, ils existent systématiquement, à la fois les champs électriques et les champs magnétiques, tout ça c'est couplé, lié au passage d'un courant, donc au mouvement d'électrons. C'est les mouvements d'électrons qui créent les champs magnétiques et en général les champs électriques associés. Pour avoir une facteur d'échelle, puisqu'on va parler de ce genre de choses, le champ magnétique terrestre, c'est 50 microtesla. Donc on va voir qu'on est souvent beaucoup plus faible que ça. Donc le champ magnétique qui oriente la boussole. Le champ électrique, lui, est lié en fait à des différences de potentiel, donc à des différences de concentration de charge d'un côté ou de l'autre. Donc pareil, il est souvent lié à un champ magnétique. Et donc dans les câbles, puis c'est ce qui nous intéresse ici, dans les câbles, notamment sur les projets EMR, il y a deux types de courants qui passent dans ces câbles, soit des courants continus, soit des courants alternatifs. Donc le choix est souvent lié à la longueur des câbles. Donc dans les câbles IFA 2000 par exemple, entre l'Angleterre et la France, c'est des courants continus parce qu'on a des longueurs qui sont suffisamment importantes et qui nécessitent à ce moment-là, pour éviter les pertes du courant continu, sinon sur des liaisons plus courtes, c'est en général du courant alternatif. Donc, dans le courant continu, on a un champ magnétique statique qui est créé par le passage du courant. Donc on peut voir la petite formule là au-dessus. Ça, c'est une formule simplifiée, mais en gros, on a un courant qui est proportionnel, un champ magnétique B qui est proportionnel au courant I qui passe dans le câble et qui est aussi inversement proportionnel à la distance. Donc ça, c'est dans le cas simple d'un courant continu. Donc on va avoir uniquement du champ électrique, du champ magnétique, pardon. On ne va pas avoir de champ électrique à l'extérieur de ces câbles. Parce que justement les câbles sont isolés électriquement. Il y a aussi des blindages qui fait que le champ électrique reste à l'intérieur et confiné à l'intérieur du câble. Sauf que ça c'est dans le cas des courants effectivement continus. Il y a toujours des courants induits qui sont dus aux variations, qui sont dus soit par exemple à la transformation du courant, on va le voir tout à l'heure, aussi parce qu'il y a toujours un petit peu du 50 Hz du circuit qui traîne, puisque les courants, les systèmes sont toujours connectés aux 50 Hz et qu'on n'arrive jamais à s'en débarrasser complètement. Dans le cas des courants alternatifs, là c'est en général du triphasé qui passe dans les câbles, comme Marie nous a montré tout à l'heure. Nous a montré le câble qui est au SEMREV, il y a 3 conducteurs, c'est les 3 conducteurs du triphasé. Donc on a un champ magnétique et un champ électrique induit, puisque le champ magnétique va se retrouver dans l'eau. Et donc les variations du champ magnétique dans l'eau créent un champ électrique qu'on va pouvoir mesurer. Alors si j'arrive à passer à la suite. Voilà, donc on a pour mesurer les champs électromagnétiques, on a 2 systèmes qui sont disponibles. Le premier que je vous présente là, c'est le système PASEM, qui est un système tracté, qui a donc un système qui consiste donc il y a un poisson qui contient une partie de l'électronique de mesure et puis un capteur magnétique, 3 composantes. Et puis derrière, il y a une série de câbles avec des électrodes. Ces électrodes permettent de mesurer les champs électriques dans l'eau. Donc il y a 4 dipôles de mesure pour pouvoir avoir une certaine redondance et on mesure tout à 2 kHz pour essayer d'avoir le maximum de signaux. Donc dans les signaux qu'on va mesurer, alors ça c'est un exemple sur le signal électrique parce qu'il se trouve que c'est finalement le système qui est le plus sensible pour une raison très simple, c'est qu'on peut avoir des dipôles relativement longs, ce qui nous donne une sensibilité assez importante et que les champs magnétiques, un capteur magnétique, c'est ni plus ni moins qu'une boussole très perfectionnée, elle est forcément plus impactée par les mouvements du système qui est tracté. Donc c'est un petit peu plus facile de regarder les champs électriques. Donc on voit qu'on a plusieurs signaux qu'on va observer. Souvent on va avoir du 50 Hz, qui est le signal du 50 Hz terrestre ou ce qu'on va mesurer dans le câble avec un certain nombre d'harmoniques.
on va voir en plus basse fréquence, aux alentours de 1 Hz, les mouvements du système dans l'eau, parce qu'on se déplace, et donc il y a toujours des petites vibrations qui créent du signal. Et puis plus bas en fréquence, on a le signal de houle, puisqu'on va avoir de la houle, c'est ni plus ni moins que de l'eau qui se déplace dans le champ magnétique, et ça crée un signal qu'on va pouvoir mesurer aussi. Donc tout ça pour dire qu'on a des sensibilités très très importantes, puisque voilà, les échelles dont on parle ici, c'est de l'ordre du nanovolt par mètre. Donc on a une très très grande sensibilité de mesure, ce qui permet d'être à peu près sûr de mesurer tout ce qui se passe. Donc simplement pour vous donner deux exemples, le premier sur un câble de courant alternatif, donc ça c'est pareil, c'est ce qu'elle vous a montré, ce que vous a été montré déjà tout à l'heure, les câbles entre Jersey et le Cotentin. Donc ce sont des câbles d'export d'énergie, donc il y a deux câbles sur lesquels nous avons fait des mesures. Un câble alternatif. Donc on mesure les deux types de champs, le champ magnétique qu'on voit sur la courbe en noir en haut, qu'on détecte, on mesure quelques nanotesla par ampère, donc en fonction de l'intensité du courant. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Les nanotesla, c'est quand même très, là on est à quelques 10 000, un facteur 10 000 inférieur au champ magnétique terrestre. Et puis on arrive à mesurer aussi le champ électrique avec forcément du 50 Hz, ça c'est important puisque c'est le signal de base, mais aussi un certain nombre d'harmoniques. Donc là on monte même jusque quasiment 800 Hz. Donc on a toutes les harmoniques qui viennent se mélanger et qui contribuent au signal. Donc on voit clairement la position des deux câbles et le courant qui passe à travers. Donc avec ce système-là, on a simplement une information à un temps donné au moment où on passe au-dessus du câble. Deuxième exemple sur du câble continu. Donc ça, c'est IFA 2000, donc c'est les câbles d'énergie, d'export d'énergie entre l'Angleterre et la France, donc qui atterrissent juste à côté de Calais. Donc il y a quatre câbles qui sont quatre séries de câbles en fait, puisque c'est des doubles câbles avec un aller et un retour. Donc il y a quatre séries de câbles, donc on a fait un certain nombre de transects au-dessus et on voit aussi clairement les câbles. Donc là la puissance elle est nettement supérieure au câble de Jersey, donc on arrive à mesurer quelques dizaines de nanotesla à un peu plus de 10 mètres du câble. Et puis on mesure aussi, alors que c'est des câbles DC, du champ électrique induit qu'on voit là ici à 600 Hz, qui correspond en fait aux hacheurs qui permettent de transformer le courant alternatif au courant en courant continu et vice versa. Donc malgré le fait que ce soit des courants continus, on voit quand même du signal. Donc là le signal est un petit peu bruité. Bon, il y a des signaux qu'on n'explique pas forcément toujours. Alors une anecdote sur ces mesures, il faut savoir qu'à Calais il y a le tunnel sous la Manche qui passe ici. On voit la carte en vert, donc juste un petit peu au sud. Et quand on est passé à proximité de ces câbles, alors comme vous voyez d'ailleurs sur cette image-là, on montre câble 3 et câble 4, puisque les câbles 1 et 2, on les voit très mal, parce qu'en fait, on voit le signal du tunnel sous la Manche qui est extrêmement fort et qui vient en fait quasiment saturer les capteurs. Donc les câbles électroporteurs sont importants, mais il y a d'autres structures aussi qui émettent des champs électromagnétiques. Il n'y a pas uniquement les câbles. Donc ça, c'est un premier moyen de mesure. Le deuxième moyen de mesure, qui est donc le premier moyen qui est tracté, donc qui permet de passer sur une zone assez importante. Donc ça permet de repérer les différentes valeurs. Par contre, quand on veut une valeur plus précise et puis un suivi dans le temps, c'est intéressant d'avoir des stations fond de mer. Donc on a développé des stations fond de mer de mesure qui comportent les mêmes types de capteurs. Donc on a un capteur magnétique qu'on voit ici un petit peu en bas sur la photo là. Avec son câble, et puis des dipôles électriques donc au bout de tubes que vous voyez là. On ne voit pas les bouts, les dipôles font 5 mètres, donc bon, c'est un choix qui a été fait à ce moment-là. On pourra en rediscuter. Et puis on va mesurer, donc pareil avec une électronique très bas bruit, les signaux électromagnétiques à proximité de la station. Donc ces instruments-là ont l'avantage d'avoir une autonomie assez longue, ce qui permet de faire des suivis temporels. Très stable au fond, ce qui est important aussi pour la qualité des mesures. Donc deux exemples aussi sur Jersey, donc même câble que tout à l'heure, on a déposé une station là ici à 4 mètres du câble, enfin, le capteur magnétique était à 4 mètres du câble.
et les dipôles perpendiculaires. Et donc, on a pu mesurer le courant pendant un certain temps. Donc, ce qu'on voit ici sur les images en bas, c'est les signaux qu'on a pu mesurer. Donc, typiquement, quelques nanotesla pour le champ magnétique, quelques nanovolts par mètre à 4 mètres, avec à peu près 200, en moyenne, 200 ampères de courant qui passe dedans. Donc, on voit clairement les variations temporelles. Donc, en rouge, c'est la puissance dans le câble, qui passe dans le câble. Donc, on est entre 15 et 30 mégawatts de courant dans le câble, d'énergie qui passe dans le câble. Donc, il y a des variations diurnes dues aux besoins sur l'île de Jersey, et Guernesey aussi d'ailleurs. Et puis, donc, en bleu, le champ, donc à gauche, le champ électrique, et puis à droite, le champ magnétique. Donc les signaux ne sont pas exactement les mêmes parce qu'il n'y a pas forcément les mêmes bandes passantes, et puis il y a des variations qui sont pas mesurées dans les variations de courant. Mais on voit clairement la corrélation presque parfaite, qui doit être parfaite d'ailleurs, entre la mesure des champs électromagnétiques et puis le courant qui passe dans le câble. Donc on peut avoir un suivi comme ça, et puis une fois que la station elle a mesuré, ça permet de calibrer finalement les signaux qu'on peut avoir. Pour pouvoir avoir le suivi, et puis on peut ensuite éventuellement corréler les observations à ces mesures de champ électromagnétique. Autre exemple, là c'est sur le site du SEMREV, donc champ électromagnétique alternatif également. Là la station elle a été disposée un petit peu différemment à côté du hub, donc la grosse multiprise qu'a montré Marine tout à l'heure. Et puis donc là, on a des systèmes qui sont un petit peu différents parce qu'il n'y a pas de corrélation jour-nuit, puisqu'on n'est pas sur un câble d'export entre le continent et l'île, mais en fonction de la production d'éoliennes. Donc là, on a un exemple de mémoire à 17 heures de production, avec une production très faible au départ, et puis la production qui augmente parce qu'il se trouve que les conditions météo ont permis de faire tourner l'éolienne. Et donc on voit les variations du courant. Donc là, le courant varie entre une dizaine d'ampères et puis 55 ampères au maximum. Et donc on observe les mêmes types d'ordre de grandeur, quelques nanotesla de champ magnétique, quelques microvolts par mètre, là 55 ampères. Donc on a des signaux qui sont assez similaires. On voit même une saturation quand on arrive au courant maximum que peut débiter le système à ce moment-là. Et donc, on a vraiment un suivi temporel avec une corrélation parfaite des signaux. Alors, avec juste une petite anti-corrélation qu'on n'explique pas complètement, mais qui est sans doute due au démarrage de l'éolienne, avec des courants en fait qui sont pas forcément dans le même sens, avec des effets particuliers aussi, puisqu'on est à côté du hub et non pas directement à côté du câble. Mais donc c'est un outil qui est quand même très pratique, avec des signaux de très bonne qualité, puisqu'on arrive à mesurer des champs électromagnétiques très faibles, et avec une très bonne corrélation pour suivre justement les effets à la fois du courant et puis de la position à côté de la structure. Voilà, juste pour conclure, le projet Species, justement, dans ce cadre-là, on a un peu débroussaillé la mesure des champs électromagnétiques en proposant deux types de mesures, avec l'utilisation des outils STATEM et PASSEM, donc à la fois un système au fond et puis un système tracté. Donc tracté pour des zones plus larges, où on va pouvoir balayer une grande zone pendant un certain temps, et puis voir quels sont les émetteurs de champs électromagnétiques et puis quels sont les niveaux moyens. Et puis des systèmes en fond de mer qui vont permettre d'avoir un suivi précis dans le temps des champs électromagnétiques, en corrélation avec les observations biologiques qu'ils peuvent faire autour. Donc les deux instruments montrent à la fois qu'on arrive à mesurer des champs électriques et des champs magnétiques. Ils sont mesurables, ils sont quand même relativement faibles, et donc ils dépendent aussi fortement de la distance. Alors ça on le savait déjà, mais on le confirme, ça dépend aussi fortement de la distance entre la source et puis l'instrument, et puis forcément les courants qui passent dedans, avec une très bonne corrélation. Pareil, ça c'était quelque chose qui était attendu.
mais qu'on a pu mettre en évidence aussi. Les prochaines étapes, c'est bien sûr améliorer la méthodologie. Ce qui est compliqué dans ce type de ce système, c'est de rapprocher, de trouver un protocole standard de positionnement des stations, à quel endroit il faut mettre les stations, à quelle distance, quelles sont les fréquences d'échantillonnage, etc. Et ce qu'on voit, c'est que l'instrument STATEM, donc posé au fond, est probablement l'outil idéal pour le suivi dans le temps, pour les mesures précises et le suivi dans le temps en corrélation avec les observations du comportement des espèces. Voilà, je vous remercie et puis je vous laisse à vos questions si vous en avez.